Allez, bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence. Aujourd'hui, on va parler du conspirationnisme et surtout essayer d'apporter un autre éclairage sur les raisons du succès du conspirationnisme moderne. Si vous écoutez les médias, les politiciens et les experts, ils vont tous vous dire que c'est résultat essentiellement de techniques de manipulation incroyables et aussi de l'existence de médias alternatifs, notamment Internet, qui ne seraient pas contrôlés. Pourtant, ces facteurs, ils ont rien de nouveau. La propagande, le marketing scientifique, ça existe depuis le début du XXe siècle. On peut citer des gens assez connus comme Bernays aux USA, puis il y a aussi Chacotin en Europe. Et des médias variés, très puissants, ça existe depuis au moins le XIXe siècle. Et puis en fait, qu'on a une imprimerie, du papier industriel. Et ce que ces gens semblent ignorer, c'est que la propagande, c'est pas de la magie. On peut pas faire gober n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Pour que ça marche, il faut un environnement sociétal dégradé, au niveau politique, social et spirituel, et il faut des individus qui ont une conformation intellectuelle adaptée, et un petit peu sur toutes les classes sociales, parce que vous allez voir que tout le monde est conspi. Donc on va commencer par les institutions décrédibilisées, et on va bien évidemment, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les politiciens. Donc on va commencer aux USA par des petites recherches de Pew Research Center. Si on regarde la confiance du public envers les politiciens, elle est très haute jusqu'au milieu des années 60 et après elle descend en chute libre. On passe de plus de 70% à autour de 30-40% en moyenne, avec des hauts et des bas qui correspondent essentiellement au conflit armé. C'est-à-dire que la première chute, c'est le Vietnam. Après, ça remonte des années 80 parce qu'il se passe rien. Ensuite, la guerre du Golfe, ça remonte. Et après, c'est 11 septembre, guerre en Irak, et ça rechute. Néanmoins, il y a quand même si ça fait un peu les montagnes russes, il y a une baisse tendancielle et avec une conscience qui reste très basse globalement. Sur la nature de cette perte de confiance, on voit que c'est vraiment la confiance et c'est pas vraiment les gens pensent que le gouvernement est mal intentionné. Ils ne croient pas que ce soit un problème de compétence. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que le gouvernement ne travaille pas dans l'intérêt de tous. Et c'est très bien corrélé à la confiance au gouvernement. Donc les gens pensent que le gouvernement est une sorte d'entité indifférente, voire hostile, et qui est très compétente par contre et puissante pour parvenir à ses fins. Si on regarde en France, on a à peu près un résultat similaire, c'est-à-dire que d'après le baromètre Sciences Po Pionway, on a une perte de confiance depuis les années 70, et on a aujourd'hui 80% des gens qui pensent qu'on ne se préoccupe pas d'eux, 65% qui pensent que les politiciens sont corrompus, et à peu près 60% qui ont confiance ni à la gauche ni à la droite pour s'occuper des affaires. Si vous écoutez l'hyperclasse et les super chercheurs, ils vont tous vous dire que c'est un manque de communication, que c'est un problème de perception et un manque de mobilité sociale. Si on demande aux sondés leur avis, ils pensent que c'est un manque d'action concrète, il y a trop de communication, que les politiciens sont déconnectés des réalités du terrain et qu'il y a un grand décalage entre l'élite et les citoyens. C'est quelque chose qu'on a bien vu, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui alimente cette crise De mon point de vue, il y a vraiment un dénigrement de classe. On peut appeler ça un mépris de classe systémique, hein, pour prendre la phraséologie woke. Euh, les choix des électeurs sont dénigrés. C'est du populisme. Dès que quelque chose ne plaît pas à l'élite, c'est du populisme. Quand il y a une élection qui se passe pas bien, comme le référendum de 2005 sur le traité européen, ils trouvent toujours une manip pour passer outre. Et puis quand même, quand il y a des choses qui se passent pas comme ils veulent, notamment l'élection de Trump, le Brexit, ils vont développer des théories conspirationnistes au sujet d'une soi-disant influence russe déterminante sur ces élections. Un autre facteur, c'est qu'en fait, ils admettent jamais leur erreur. Ils sont très très dogmatiques. Alors il y a 4 thèmes que j'ai pu trouver assez facilement. C'est l'immigration. Ils, ils forcent, ils continuent, ils adorent ça et c'est quand même un phénomène qui est très impopulaire. L'insécurité, sachant que leur grand expert c'est Mukele et durant le Covid, il est devenu expert
en santé, en épidémiologie, et ça s'est pas très bien passé. La thématique, on est en plein dedans, c'est l'énergie. Hein. Ils ont tout fait pour casser le nucléaire. Après, ils ont fait construire un pipeline, un gazoduc avec la Russie, que finalement un sous-marin, probablement anglo-saxon, a coupé l'an dernier. Et puis bien sûr, les absurdités administratives, on y a tous été exposés au moins une fois dans notre vie. On vous demande des papiers, des dossiers et des choses qui au final seront même pas observées, même pas lues, et ça peut bloquer plein de choses dans nos vies personnelles et professionnelles. Du coup, les gens ont l'impression d'être méprisés, d'être déclassés, de subir une insécurité qui n'est même pas reconnue et qui est globalement, on observe une dégradation de la qualité de vie sans que cela vraiment intéresse les politiciens. Si on regarde un petit peu toutes les institutions, lesquelles les gens ont confiance ou pas confiance, ce qui arrive encore en haut du classement, c'est la gendarmerie, l'armée et la police. Donc c'est des institutions régaliennes avec une dimension de terrain qui est très marquée. Et puis si on regarde les gens à qui on fait plus du tout confiance, bah, c'est plutôt les organisations syndicales, les médias, les partis politiques. Donc c'est des gens qui font beaucoup de blabla et pas d'action. Alors les réseaux sociaux sont notés très bas, mais c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en gros, les réseaux sociaux, les gens les consultent, mais ils ont une très grande défiance sur tout ce défiance sur ce qu'ils vont y trouver, et ça va pas les empêcher de croire très fortement certaines choses qu'ils vont y trouver. Donc vu que c'est un sondage un peu bizarre sur ce point. Est-ce qu'ils font confiance en l'Union européenne? Alors c'est un peu bizarre ce sondage. En gros, c'est assez roublard. Vous avez des pays qui font bien confiance à l'Union européenne, c'est essentiellement les pays qui réussissent bien dans l'Union européenne. Pays-Bas, pays scandinaves, pays baltes, l'Irlande. Les pays qui profitent beaucoup, c'est-à-dire certains pays de l'Est, notamment Roumanie, Bulgarie, qui reçoivent beaucoup d'argent. Et les pays qui font pas du tout confiance, bah, c'est la France, c'est les pays latins en fait. C'est France, Italie, Grèce, Espagne. Qui sont un petit peu quelque part les perdants de l'euro et de l'Union européenne. Quoi. C'est, c'est très intéressé comme résultat. Si on regarde au-dessus de ça, la confiance dans les médias, on a un capital confiance qui est maximal au début des années 70, autour de 70%. Et ensuite, on a une érosion qui est moins violente que pour la politique, mais qui est assez constante et qui finit à un plus bas à l'époque de Trump. Alors ça remonte un petit peu, mais ça reste en dessous de 50%. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on regarde le graphique de droite, en Finlande, le taux de confiance reste élevé. C'est souvent le cas dans les pays nordiques. En Allemagne, on a un résultat un peu intermédiaire, mais par contre, quand on arrive sur les pays latins, la France ou le Royaume-Uni, on a une confiance très très basse, autour de 30%, voire un peu en dessous. Donc les médias sont très décrédibilisés auprès du public. Si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble avec un peu plus de précision, on voit qu'il y a aux USA, il y a une grande disjonction entre la confiance dans les médias chez les démocrates qui reste très élevée et qui même a atteint des sommets. Hein. On était avant le Covid, on était à 76% qui croyaient les médias. À l'inverse, chez les républicains, c'est très très bas, on est à 20%. Et les indépendants sont aussi en dessous de 50%, 40%. Au niveau des âges, les boomers en fait font plus confiance aux médias que les jeunes. Après, ce données est biaisé parce que les boomers regardent la télé et les jeunes regardent plutôt les réseaux sociaux. Du coup, les jeunes sont plus suspicieux par rapport à ce qu'on leur met devant les yeux. Si on demande aux gens, aux électeurs, notamment, s'ils pensent, est-ce que les journalistes sont biaisés, évidemment, les électeurs de Pécresse à 79%, de Zemmour à 78%, de Marine Le Pen à 71%, de Jadot à 65% et de Mélenchon à 57% vont répondre que, effectivement, les journalistes sont biaisés, et seulement 48% pour les électeurs de Macron.
Et là, encore une fois, la Finlande, il y a très peu de disjonction entre les électeurs, on va dire, de droite et de gauche. Donc, un pays qui a une espèce de paix sociale et qui a un consensus assez fort ne subit pas cette disjonction idéologique. Alors ça, c'est un truc assez intéressant, toujours chez Pew. Est-ce que c'est une comparaison entre comment les journalistes américains se voient et comment les adultes américains les voient? Globalement, même pour quelque chose d'aussi simple que rapporter les histoires qu'il y a, les petits faits divers journaliers, les adultes américains pensent majoritairement que les médias sont mauvais. Et alors, quand il s'agit d'aller de corriger les informations, leurs erreurs les erreurs des médias, là, la sanction, c'est à peu près, il y a seulement un quart des gens qui pensent que les journalistes arrivent à faire cette mission un peu plus difficile. Il y a plusieurs autres points intéressants, c'est qu'il y a une perte d'intérêt pour l'actualité. Il y a des stratégies d'évitement en fait qui apparaissent notamment au Brésil, en France, au Portugal. Brésil, au Royaume-Uni, en France, c'est-à-dire les gens ne regardent plus les médias pour plus se faire polluer. La confiance dans les médias, elle est très très basse dans les pays latins, en France, Espagne, Italie, Turquie, Croatie, dans tous ces pays du sud de l'Europe. Elle est aussi très basse dans les pays de l'Est, donc Slovaquie, Hongrie, Roumanie, République tchèque. Et là où elle va être élevée, c'est pays nordiques, euh, Allemagne, donc le cœur de l'Europe, hein, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse. Et ce qu'on peut retenir en fait là-dessus, c'est que globalement les médias ont une très faible confiance. Ça se dégrade depuis 50 ans. Il y a des disjonctions du niveau de confiance en fonction des couleurs politiques. Cette perte de confiance semble très liée aux tensions politiques. Quand il y a des pays qui ont un bon consensus, les gens font à peu près confiance aux médias, et quand il y a des grandes différences idéologiques, la confiance s'effondre. Les gens critiquent beaucoup la négativité des médias, du coup ça induit ces stratégies d'évitement. Et il y a une forte corrélation entre le biais politique ressenti et la confiance. C'est-à-dire plus les médias ont l'air biaisés, moins les gens font confiance. C'est ce qu'on voit sur cette image, en fait, c'est que les pays qui font confiance aux médias, c'est les pays qui pensent que les médias sont libres, en fait. Et plus vous allez les pays où les gens pensent que les médias sont pas libres, moins ils leur font confiance. La confiance dans des institutions scientifiques. Alors il y a un sondage de Robomed qui est en apparence très positif, qui pense que les 86% des sondés ont une vision positive de la science, et 80% ont un intérêt pour la science et la technologie, ce qui est supérieur à la politique et au sport. C'est assez rigolo. 68% pensent que les scientifiques devraient intervenir dans le débat politique, et seuls 19% et 16% jugent les journalistes et les ONG crédibles pour parler de ces sujets. Néanmoins, on observe quelque chose, c'est qu'il y a une très faible connaissance et un faible engagement. C'est-à-dire que 46% des sondés admettent ne pas comprendre grand-chose à la science. Seuls 21% se disent bien informés sur le changement climatique et 13% sur les découvertes médicales récentes. Mais il n'y en a que 13% qui consultent Wikipédia et 24% qui lisent des journaux spécialisés papier ou en ligne. Donc en fait, on a un ressenti positif, mais ils connaissent pas grand-chose. Et du coup, si on regarde un petit peu ce qu'ils pensent en détail, on trouve des choses assez étranges. La plupart des gens pensent que la science est génératrice d'inégalités et de pollution. 57% pensent que la tech et la science ne servent que les plus riches. 65% ça génère des profits plutôt que protéger l'environnement. Et pour 70%, la science n'aide que les pays riches. On trouve aussi des signaux conspirationnistes. C'est-à-dire 47% qui croient que les sciences sociales valent les sciences naturelles. Il y en a que 56% qui croient pas au traitement secret contre le cancer. Il y a quand même une bonne proportion qui pense que ce traitement secret existe ou qui est pas sûr qu'il n'existe pas.
Et il y en a 50% qui pensent que les scientifiques mentent dès qu'il y a une histoire de financement par de l'industrie. Donc, ce qu'on peut conclure là-dessus, c'est qu'il y a une énorme méconnaissance des efforts qui ont été mis en place depuis 40 ans à peu près, hein, depuis les années 80 pour tout ce qui est protection de l'environnement et de la santé. Il y a des efforts scientifiques et réglementaires, et ça, c'est complètement ignoré. On a vraiment l'impression que c'est que c'est la pollution, on fait tout n'importe quoi comme dans les années 70-80. C'est pas du tout le cas. Et il y a quand même des croyances pseudo-scientifiques bien ancrées, même si elles restent minoritaires. Le conspirationnisme est un symptôme, en fait. Cette perte de confiance crée le conspirationnisme. Et c'est quelque chose qui est confirmé par plusieurs études scientifiques. Euh, Moins les gens ont confiance dans les institutions, dans l'État, plus ils vont croire des trucs conspirationnistes. Du coup, on a une perte de confiance dans les médias, les institutions qui est très profonde. Le citoyen, il a un petit peu l'impression qu'il y a une espèce d'alliance entre les médias et les politiciens pour imposer une sorte de package idéologique. Alors, les gens de droite vont avoir une certaine idée sur ce package, les gens de gauche ont une autre idée. On observe aussi que les politiciens ont du mal à vendre leur réussite et leur effort. Euh, je reviens à tout ce qui a été fait sur l'environnement, la santé, la sécurité alimentaire. Ça a l'air complètement ignoré. Il n'y a pas vraiment de reward par rapport à ça. Les entités régaliennes et locales conservent encore une grande crédibilité. Donc c'est tout ce qui est police, armée. Puis les municipalités vont être plus crédibles que l'État central. Et les institutions scientifiques, elles sont très crédibles, mais elles sont très méconnues. Le citoyen face à ces institutions et vice-versa, l'idée c'était d'avoir un petit peu comment un petit peu interagissent ces deux entités. Bon, déjà, le citoyen, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est quand même l'échec de l'éducation. Le citoyen moderne, il passe 18 ans à l'école en moyenne, en France. Et au final, on a l'individu moyen qui surestime ses propres connaissances, il sous-estime la complexité du réel, il a un niveau de précision dans la compréhension et dans l'expression qui est assez bas. Il fait peu d'efforts pour se former, s'auto-former. On l'a vu dans les sciences notamment. Il y a beaucoup de pensées magiques avec des croyances, l'énergie verte, l'intégration, la construction européenne. C'est des sortes de slogans qui ne veulent pas dire grand-chose. Et il y a ces dernières années, on a vu la tech qui est rentrée dans l'éducation avec les tablettes, tout ça. Et ça, le problème, c'est que quand vous avez un système qui marche pas bien, quand vous introduisez ce genre de technologie, hein, c'est une théorie de Bill Gates, euh, en fait, vous allez amplifier tout ce qui ne marche pas. Si vous avez un système qui marche très bien, vous introduisez des technologies, bah, ça va aller encore mieux. Et en fait, l'effet de ces trucs numériques à l'école, c'est d'amplifier les inégalités. On a des gens qui globalement sont très manichéens, euh, c'est-à-dire que à l'école, il y a des bonnes réponses, des mauvaises réponses, et on n'aborde pas la crédence ou ces concepts comme les curseurs de Turing, qui effectivement sont peu connus. Et quand on a l'habitude des publis, on sait que bah, un résultat, il a son intervalle de confiance, tout ça, sa probabilité d'être, ce qui est entre guillemets sa probabilité d'être juste, ou son échelle de l'effet, etc. Et ça, c'est pas du tout abordé, à moins d'arriver en Master 2, quoi. Et une chose intéressante, c'est qu'on a souvent des gens qui ont des opinions et des revendications incohérentes. Ça s'est vu notamment dans les mouvements les indignés en Espagne, Occupy Wall Street, puis aussi les Gilets jaunes, hein, qui avaient plusieurs tendances qui étaient pas forcément compatibles. Globalement, on a un citoyen moyen qui est qui est très mal préparé par l'école à la société moderne et technologique. Les institutions publiques, bah, c'est du soviétisme, hein, c'est-à-dire qu'on a un empilement incroyable d'institutions, de niveaux de responsabilité, de comités, de ministères, etc.
Il y a une fluidité dans les institutions, c'est-à-dire que les noms, les compétences, tout ça, c'est remélangé, rechangé assez régulièrement, donc c'est assez difficile à suivre. Elles ont leur propre langage avec des sigles, des acronymes, une façon de parler. Du coup, les gens ne peuvent pas. C'est très difficile de suivre, notamment tout ce qui est procédure, les conflits d'intérêts, les appels d'offres, les dossiers, les CERFA. La numérisation de cette administration est assez difficile, à part peut-être en Estonie, mais dans des pays comme la France, ça, c'est très 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 lent et c'est assez déshumanisant. Il y a une complexité technique croissante, notamment à cause de tout ce qui est normes, hein, santé, environnement, sécurité. Et on a en fait des élus, des fonctionnaires qui se présentent comme hyper compétents et tout puissants, et ils veulent pas trop admettre, mais en réalité ils font beaucoup d'expérimentation, et c'est de l'expérimentation qui n'est pas assumée. Et les gens ont l'impression qu'il y a des puissants qui sont un petit peu au-dessus des lois, qui rendent jamais compte, et que eux, par contre, pour construire un abri de jardin, ils doivent passer par faire des dossiers incroyables et devant l'architecte des monuments de France. Alors que, évidemment, quand le maire a décidé de faire un lotissement, hop hop hop, la zone est classée constructible comme par magie. Du coup, on a globalement un système de plus en plus compliqué, qui fait face à un public difficile, hein, qui comprend pas tout et qui est assez réactif, dans le sens où il est assez revendicatif. Et cette administration, ce système de pouvoir, en fait, hein, est structuré par des concepts datant de la révolution industrielle. Donc c'est très très vertical. Ça ne sent pas du tout au monde que le numérique est en train de restructurer. Ce système de politique de prise de décision il est centré sur quelques doctrines. Je n'ai pas la prétention de les avoir toutes bien identifiées, mais en économie, il y a deux doctrines, c'est le libre-échange et l'immigration. Il faut être ouvert au commerce, être ouvert à l'immigration. Une autre doctrine très importante, c'est le précautionnisme. Vous n'avez pas le droit de prendre des risques. Vous n'avez pas le droit de mourir, en fait. Et du coup, ils se lancent dans des choses comme la réduction de la vitesse sur les routes, parce que ça réduit la mortalité en théorie. Et puis, on l'a vu aussi pendant le Covid, il y a eu le confinement, et il y a eu aussi des abus. Par exemple, il était interdit d'aller dans les parcs et dans les forêts. On a vu en France des hélicoptères chasser les gens qui allaient dans les forêts en plein confinement, ce qui était complètement fou comme système. Et on a aujourd'hui le progressisme, hein, ce qui est en train de devenir le wokisme. L'idée, c'est que il y a toujours les femmes, les immigrés, les LGBT qui auraient besoin de plus d'attention, plus d'aide. Évidemment, les hommes, les blancs, c'est c'est le problème, donc c'est pas, ils en ont pas de problème puisque c'est le problème. Et il y a l'idée que il faut toujours aller vers le futur. euh, et on a vu ça aussi dans des choix technologiques, par le 100% énergie renouvelable qui était poussé par diverses associations et même au sein de l'État. Il y a eu le tout véhicule électrique avec les zones de faible émission en ville maintenant. Puis il y a eu la poussée aussi incroyable pour l'agriculture bio. Tout ça, c'est des choses qui ont été poussées sans trop se soucier de la viabilité en fait de ces projets. Les limites de ces doctrines, hein, évidemment, c'est des raisons très théoriques, c'est des gens dans des bureaux, c'est très idéologique, c'est un petit peu religieux, hein, comme doctrine souvent. Ils évaluent rarement ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils aiment pas trop admettre leur erreur, hein, les mecs culpa, c'est pas trop leur truc. Euh, du coup, pour le citoyen, ça renforce vraiment l'idée qu'il y a un gouvernement, un État qui est dogmatique ou de terrain, qui avance un peu en autiste, hein. Mais le paradoxe, évidemment, c'est que l'opinion, bah, elle veut quoi? Elle veut de la sécurité, elle veut de l'égalité, elle veut de la prospérité, elle veut de la modernité. Donc, quand même, globalement, elle veut ce qu'on lui donne. Mais elle critique la manière dont c'est fait, mais elle s'intéresse pas à comment c'est fait. Du coup, si vous faites partie de l'élite, bah, vous allez avoir l'impression que le peuple, il est assez ingrat, il est assez incohérent, il est assez ignorant, du coup, il est pas forcément super respectable.
qu'on observe aussi au niveau de l'État, c'est les clowns. Les clowns payés par vos impôts, bien évidemment. On a eu conscience notamment Seralini. Et puis on a les journées subventionnées comme Foucard. Foucard est un affabulateur incroyable. Au niveau des médecins, il y a plein de cas, mais il y a notamment le docteur Perron. Alors le Perron, il s'est fait connaître sur le Covid, mais ça faisait des années qu'il vendait un truc qui s'appelait la maladie de Lyme chronique. Et il vendait en fait des traitements antibiotiques très longs. Et il y a un article de la FIS là-dessus, pour regarder. En fait, c'était une confusion entre la maladie de Lyme et des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Il y a le fameux Didier Raoult, hein, on va parler de lui. Hein. Il est en train de tomber maintenant parce qu'il a quand même fait un petit peu de public Photoshop. Hein. Alors, il l'a pas fait lui-même, il a juste signé, il a pas regardé ce que c'était. Voilà, bon. Et puis, un truc intéressant, c'est l'histoire de l'ADEME, avec ce fameux Bernard Laponche. Hein. Et en fait, l'ADEME, au départ, c'est un truc qui a été créé, alors ça s'appelait pas l'ADEME à l'époque, c'est un truc qui a été créé par Mitterrand quand il a été élu en 81, pour caser en fait les antinucléaires de la CFDT et du PS. C'est ce on appelle un comité Théodule, hein, un truc on met des gens là, dans des bureaux, ils ont un salaire, ils servent à rien, mais ils coûtent de l'argent. Quel est l'effet de ces guignols en fait, c'est que ils vont avoir vraiment des fans qui sont autour d'eux, et ils vont avoir des gens qui vont les détester. Du coup, ça, c'est un effet vraiment clivant sur l'opinion, mais aussi sur en interne de l'élite aussi. Hein. Et du coup, en fait, ils vont éroder la confiance dans les institutions de manière systémique, et ils vont participer à la difficulté à avoir des opinions nuancées. Puisque souvent, ces gens-là vont sortir du lot en ayant des discours radicaux droit dans leurs bottes. Hein. Seralini, c'était les OGM sont dangereux. Raoult, c'est le Covid, on a la solution. C'est pas des gens qui arrivent avec des discours nuancés. Hein. D'ailleurs, s'il y avait des discours nuancés, ce serait pas des clowns. Et quand on leur montre qu'ils ont tort, ils arrêteraient de raconter des conneries. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un cocktail assez explosif. Hein. On a des citoyens qui sont mal formés par le système négatif, qui sont assez passifs face à la complexité du réel, mais très revendicatifs, très réactifs. Les institutions sont très complexes et assez archaïques, elles s'adaptent assez mal au numérique. Les décideurs, ils expérimentent, mais ils l'assument pas. Ils admettent jamais leur erreur. C'est très très rare. Et pour tenir à court terme, ils font de la communication sans nuance ou de la langue de bois. Et dans les deux cas, c'est vraiment perçu comme en fait une sorte de mensonge, pas direct mais indirect. Donc au final, c'est à peu près le même effet. Et en plus, les institutions étatiques ont une faible capacité à contrôler ce qu'on peut appeler la dissidence interne. En fait, c'est juste des clowns, quoi. Du coup, tout système favorise une communication très dure, simplifiée, peu constructive, qui enfonce ses clivages. C'est du court terme, en gros. Alors, quel rôle jouent les médias dans ce développement du conspirationnisme? Déjà, ils sont sensationnalistes pour 77% des Français. Ils font beaucoup d'exagération, d'erreurs d'omission, de mise en scène. Et le spectateur n'est pas dupe. Et c'est un effet systémique. C'est-à-dire qu'en fait, quand un spectateur a vu un média mentir sur un sujet, il va penser que tous les médias mentent tout le temps. Alors ça marche pas une seule fois, mais ça empoisonne le puits en quelque sorte. Et puis ces médias ils sont quand même très centrés autour de ce qu'on appelle la pensée unique, c'est-à-dire c'est la défense de l'immigration, du mondialisme, de l'Union européenne, du wokisme, de l'écologie politique. Ils n'ont pas hésité à falsifier. Hein. On se souvient des fameux les noms ont été changés pour bien montrer que c'était pas Mohamed et Karim qui avaient violé Julie dans la cave. Hein. C'était Justin et Casimir. Et ils sont très forts aussi pour pas parler des modèles alternatifs ou pour les critiquer tout le temps. Du coup, les médias apparaissent
auprès de l'opinion qui ont vraiment un relais de l'idéologie dominante mondialiste. Et là encore, les gens de gauche vont voir le mondialisme, le libre-échange économique, tout ça, et les gens de droite vont voir plutôt l'immigration, le wokisme, comme biais des médias. Alors, les médias sont assez forts pour vous sortir des experts en carton. Donc je vous en ai mis une petite brochette. Hein. Alors, il y a notre ami Abercam, évidemment, on peut pas l'oublier. Stéphane Bourgoin, c'était un spécialiste des tueurs en série autodiag. Il se prenait pour c'était un grand affabulateur, c'était excellent. Steve oui, c'est un spécialiste du Moyen-Orient, comme ça. Il y avait un nom maghrébin, enfin, un nom oriental, du coup, il s'y connaissait. Et évidemment, c'est Alimi, qui a eu son heure de gloire il y a une petite dizaine d'années. Alors, les journalistes, ils jouent leur rôle aussi dans cette perte de confiance. On se souvient de Patrick Poivre d'Arvor, hein, son faux interview de Castro, puis ensuite toutes les accusations de viol qu'il y a eu ces dernières années. Il y a eu Ruth Krief qui a fait sa petite saillie macroniste. Hein. Au Canada, ils ont eu cet homme, là, François Bugingo. Lui, c'est un fabulateur complètement. C'est-à-dire que lui, il a fait des reportages dans des zones de conflit, tout ça, mais en fait, il n'y est jamais allé. Un autre personnage rigolo, c'est Noël Mamère, donc c'est un cas très important du parti Les Verts, hein, qui est devenu Europe Écologie Les Verts, et en fait, à la base, lui, il était journaliste télé. Et puis, il y a un autre personnage rigolo, c'est Roselyne Bachelot, qui a fait des allers-retours entre la télé et la politique. Et puis, récemment, il y a aussi un phénomène qui a été un petit peu souligné, c'est les compagnes et compagnons d'élus. On a des gens, bon, il y avait eu Anne Sinclair avec Strauss-Kahn, mais aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui sont en couple avec des journalistes. Ça, tout de suite, ça amène de la suspicion. Alors, il existe un bon conspirationnisme. C'est celui des grands médias, en fait. Alors, ils ont des thèses conspirationnistes. Je vais en donner quelques-unes. Il y a le nuage de Tchernobyl arrêté à la frontière. C'est-à-dire que les médias vous racontent que l'État français aurait dit que le nuage était arrêté à la frontière. C'est faux. Il y a un article de la FIT, il y a une vidéo du Point Genius là-dessus. C'est complètement bidon. C'est juste les médias qui n'ont pas fait leur boulot à l'époque. Il y a, notamment si vous suivez Arte, Big Pharma, Big Tobacco, Big Oil. Alors, Big Oilien, pas encore, hein, mais ça va venir. Il y a un truc qu'on voit souvent, c'est l'histoire des abeilles qui disparaissent et les fameux hommes abeilles en Chine. Une connerie qui est passée plusieurs fois sur Arte, qui a été débunkée par la FAO en personne. Les catastrophes climatiques, hein, et on y a droit à toutes les sauces. Les milliers d'espèces qui disparaissent chaque année, c'est complètement faux. Aucune espèce qui disparaît chaque année. Et on a eu récemment tout ce qui est théorie du genre et le fameux patriarcat du steak qui est passé sur tous les radios et tous les médias possibles, avec la fameuse Priscilla Touraille et le complot de l'époque de Néandertal pour empêcher les femmes de manger de la viande. Il y a une grande différence entre le conspirationnisme des médias mainstream et le conspirationnisme entre guillemets dissident. Les dissidents, ils produisent une grande masse de dingueries. Et il y a une espèce de sélection par naturelle. Et il y a une toute petite partie qui est répétée parce qu'elle marche, essentiellement parce qu'il rapporte du fric. On va pas se mentir, hein, ils sont là pour ça, c'est essentiellement du business. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils sortent une grande diversité de coupables. Les juifs, les riches, les reptiliens, les aliens, les big pharma, il y en a pour tous les goûts. Les médias mainstream, c'est assez différent. Eux, ils n'ont pas beaucoup de dingueries. Par contre, elles sont très importantes parce qu'elles sont structurantes dans leur pensée. Et puis, le coupable, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est l'homme blanc, c'est cet héros de droite capitaliste. Et la Russie, qui apparemment change le cours des élections avec trois trolls sur Internet. Il y a une chose intéressante, ça a été publié, c'est que le discours conspirationniste d'État renforce la confiance en l'État. Du coup, c'est une stratégie accessible à tous les communicants. Hein, c'est facile
développer des discours conspirationnistes. Et au final, on se rend compte qu'il y a autant de conspirationnistes à droite qu'à gauche. La seule chose qui change, d'après Andrew Hall, c'est les thèmes. Il y a des thèmes conspires de gauche et des thèmes conspires de droite. Alors, pourquoi il y a cette épidémie de conspirationnistes? C'est qu'en fait, il y a une banalisation de la structure du récit conspirationniste. Et celui qui nous explique d'où ça vient, c'est Frédéric Jameson, dans un petit livre qui s'appelle La totalité contre le complot. Donc c'est un marxiste qui est un critique de la culture postmoderne. Pour lui, le complot, c'est un symptôme de la paralysie de l'imaginaire collectif par le capitalisme. C'est-à-dire que dans le capitalisme, tout est compétition économique ou guerrière. Et du coup, en fait, toutes les fictions vont tourner autour de... c'est des itérations différentes de ce schéma, en fait. Comme si toutes les œuvres de fiction étaient des isekai, et ben lui, pour lui, toutes les œuvres de fiction sont des complots. Du coup, il voit le complot comme un élément central des fictions cinématographiques et postmodernes, et il dit en plus que c'est une simplification, la simplification inhérente au format des films et des séries, en fait, favorise cet aspect complotiste. Et il a plutôt raison, si on regarde, il y a une démultiplication des films et séries conspirationnistes. Alors, le bouquin date du début des années 90, du coup, il citait notamment des séries, des films des années 80, donc Vidéodrome, Blade Runner, Les Hommes de Président. On peut rajouter la série X-Files qui a un gros impact. Ça, c'est fin des années 90. Le film JFK sur tous les complots autour de JFK, et puis le film Matrix. Mais si vous regardez bien Avatar, etc., énormément d'œuvres de fiction sont conspies. Du coup, cette utilisation du conspirationnisme dans la fiction banalise le complot auprès du public. Elle banalise les techniques de récit conspirationniste auprès des créateurs de contenu, mais aussi des politiciens. Et elle banalise le complot comme antidote aux autres conspirations. C'est notamment le cas dans le film Vidéodrome, où il y a le héros en fait est pris entre deux complots, un qui est censé être le complot des gentils et l'autre le complot des méchants. Et en fait, il y a un phénomène intéressant, c'est ce qu'on a vu ces dernières années, c'est l'arrivée des documentaires, les films comme Hold Up, Le Monde selon Monsanto, Gasland. En fait, ça c'est des tunnels de vente conspirationnistes de gauche. C'est assez intéressant. C'est un peu la boucle est bouclée. On avait le conspi comme effet du capitalisme, et on a la gauche qui recycle en fait tout le système conspi pour vendre. C'est rigolo comment le capitalisme arrive à produire, à faire de l'argent sur sa critique de lui-même. Les médias ont un effet systémique via les mensonges, les exagérations et les no-news, c'est-à-dire les sujets dont ils ne parlent pas. Cette induction de perte de confiance se construit comme ça. Des citoyens sont exposés à des présentations médiatiques ou politiques fausses, exagérées de partielles. Ils se rendent compte que parce qu'elles tombent ponctuellement dans leur champ de compétences, ils s'en rendent compte. Comme ça leur paraît évident et grossier, ils pensent que c'est volontaire et systématique. C'est-à-dire qu'ils voient que sur un thématique précis, ils voient là où est l'embrouille, du coup ils se disent en fait, il me manque tout le temps. Et ils observent aussi qu'il y a un grand unanimisme politico-médiatique assez suspect sur voilà, la gamme de sujets que j'ai donné sur la pensée unique, immigration, féminine, libre-échange, décroissance, etc. Et ensuite, ils vont systématiser cette induction de perte de confiance en pensant que tous les policiers sont des menteurs, les journalistes biaisés sont biaisés et les scientifiques des vendus. Il va être encouragé par le fait que ce sont des stéréotypes au cœur des récits conspirationnistes qu'on va lui servir au cinéma et à la télé. Et en plus, les médias, ils vont recycler ces stéréotypes dans les fictions et même non dans les documentaires. Et ils voient les politiciens et les médias qui parlent de complot quand leurs désirs ne se réalisent pas. Donc on a vraiment un système politico-médiatique qui s'est empoisonné lui-même. Et on a un conspirationnisme qu'en fait, qui résulte d'une société
divisé très profondément. Ces dernières années, il y a eu un nouvel acteur qui est arrivé depuis surtout le début des années 2000, c'est Internet. Et en fait, Internet impose une confiance nouvelle aux médias en ligne. Et il y a un livre là-dessus qui est écrit par Martin Gurry, un ancien analyste de la CIA, qui est spécialisé dans les sources publiques, donc la presse notamment. Le livre s'appelle La révolte du public. Je vous en parlerai une autre fois, mais de manière très synthétique, il considère que l'arrivée d'Internet est une révolution comparable à l'imprimerie moderne en termes d'impact, d'augmentation de la quantité d'infos et de canaux accessibles. Pour lui, l'effet, c'est la fin du public captif et réactif. C'est-à-dire dans la société industrielle, vous aviez des grands médias, une poignée de grands médias, qui imposaient des discours et il fallait un peu rentrer dans les cases et suivre le journal communiste ou le journal libéral. Et lui, en fait, il pense qu'on va retourner à des micro-communautés plus actives, moins réactives, moins suiveuses, un peu comme dans l'ère pré-industrielle où il y avait moins de nations constituées avec des classes sociales bien distinctes, mais plus de multiples subdivisions. Et il fait aussi une analyse de ce qui s'est passé en 2011, à partir de 2011, tout ce qui est printemps arabe, mouvement des indigents en Espagne, Occupy Wall Street. Pour lui, ces gens, c'est qu'une avant-garde. C'est des gens qui se sont rendus compte que les réseaux sociaux avaient un pouvoir, mais qui n'ont pas su trop quoi en faire. D'ailleurs, une grande partie de ces mouvements ont échoué, quasiment tous en fait. Bon, c'est juste le début en fait. Les gens n'ont pas encore compris comment intégrer ces nouveaux médias dans la lutte politique. Face à cette concurrence, les grands médias ont une stratégie, ça a été le dénigrement et l'accusation. Ils ont accusé les réseaux sociaux, Internet d'être à l'origine de plein de problèmes. En réalité, ils sont profondément traumatisés par trois, quatre événements. En France, c'est vraiment le référendum de 2005. C'était vraiment Internet s'est vraiment imposé comme une source alternative d'analyse et de débat. Évidemment, l'élection de Trump, le Brexit et les Gilets jaunes. Ces trois événements que les grands médias n'ont pas vu venir et qui ont été construits contre leur avis. Cette stratégie de dénigrer elle est très efficace, mais impacte aussi l'émetteur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'en dénigrant notre média, vous perdez de la crédibilité. Du coup, c'est un petit peu l'effet d'empoisonnement encore. Et c'est un effet à long terme, surtout sur les femmes. C'est assez rigolo. Du coup, globalement, le citoyen, il est un petit peu pris entre deux feux, puisqu'on lui explique sur Internet, c'est que des fake news. Et puis le citoyen, il sait quand même que les grands médias qui reçoivent de l'argent de l'État ou des milliardaires, ils sont pas très crédibles non plus. Du coup, à qui il a confiance? Bah, pas grand monde. Euh, les médias en ligne ont apporté des nouveautés, notamment c'est les algorithmes. Du coup, sont lancés dans une course à l'audience assez extrême, où chaque utilisateur reçoit en fait ses produits audiovisuels adaptés. Donc c'est ce qui a tendance à lui donner un peu ce qu'il veut. Donc enfermer les gens dans des bulles idéologiques. Et le phénomène qu'on voit aussi, c'est des formats de plus en plus courts et de plus en plus superficiels, avec les shorts, TikTok, toutes ces saloperies. Du coup, ça crée une conformation cognitive favorable au manichéisme. Alors les États, ils ont mis la pression du coup sur ces grosses entreprises pour contrôler les populistes. Alors, on connaît le plus évident, ça a été les bannissements, le shadowban, un petit peu la censure. Après, ils ont essayé de pousser les contenus politiquement corrects. Maintenant, on voit carrément que les plateformes essaient d'enlever tout ce qui est un peu trop politique, un peu trop edgy. On voit même des chaînes de gauche plein de shadowban ou de censure. Et on a eu aussi les étiquettes d'avertissement apparaître.
Dès que vous parlez du Covid, du changement climatique, on vous invite à cliquer là pour avoir la vérité vraie du gouvernement. Bon, ça a pas vraiment marché, hein. Les gens pensent que que les réseaux sociaux sont peu crédibles et pas du tout neutres. Et à chaque fois que vous dégagez les gens parce que leur contenu ne vous plaît pas, bah, ça crée de la réactance, donc vous validez en fait leur opposition et ça la redirige vers des canaux encore plus radicaux où ils n'auront pas de contradiction. Du coup, c'est mis en place une coopération entre ces grands réseaux et l'État. En France, il y a une collaboration tripartite entre notamment Meta, donc Facebook, l'État et les médias traditionnels. Le but était de contrôler les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Meta était très content d'eux, hein. Il parlait de 95% d'efficacité. Bon, en réalité, c'était surtout un moyen pour les journalistes de toucher du fric. Et c'était un moyen de censurer des informations qui étaient vraies, mais pas politiquement correctes. Un petit exemple, là, sur Twitter. Donc, Martin Kulldorff, c'est un épidémiologiste de Stanford, donc c'est pas du tout un guignol. Et quand il dit que ça sert à rien de vacciner les enfants, bah, il a raison. Et il a toujours raison là-dessus. Et malgré ça, Twitter avait décidé qu'il n'avait pas le droit de le dire. Euh, il y a, il y a aussi un autre sujet sur lequel ils ont beaucoup censuré sur Twitter. C'est l'histoire du l'ordinateur portable de Biden. Euh, En gros, Biden avait le fils de Biden avait laissé un ordi en réparation et il y a des contenus à l'intérieur apparemment extrêmement compromettants. Et du coup, ils ont censuré à mort tous les gens qui ont voulu en parler avant l'élection. Et ils ont même mobilisé des anciens de la CIA et des différentes agences qui sont venus troller sur Twitter pour protéger le candidat officiel. Euh, bon, il y a un truc qu'on connaît bien aussi, c'est le grand remplacement, hein. Ça n'existe pas, c'est une théorie du complot. Il n'y a pas d'immigration de masse, voilà, on connaît tout ça. En fait, toutes ces tentatives de manipulation valident le concept de deep states et de complot contre la population. Et, euh, et en fait, ça renforce tout l'idée qu'il y a des complots partout. Et eux-mêmes, enfin, les gens qui essaient de faire du contrôle social, hein, l'ont aussi renforcé en parlant du fameux complot russe pour faire élire Trump et pour provoquer le Brexit. Euh, Qu'en fait, ils valident l'existence de complots, mais eux se défendent d'en être, tout en se comportant comme des complotistes, des comploteurs. Donc c'est pas une super stratégie. Vous savez que l'Omni Messi a racheté Twitter, que Elon Musk a racheté Twitter, et ils ont commencé à regarder un peu ce qui s'est passé à l'intérieur. Ils ont accès à tous les fichiers internes. Donc, Twitter a bien conspiré pour empêcher la réélection de Trump. Ils ont travaillé sur la visibilité de ses tweets. Ils ont tout fait pour arriver à le bannir. Sans raison, hein. Faut savoir que Trump a été banni sur 100 tweets vraiment interdits. Ils ont pu récupérer des listes de comptes et de termes Shadowman ou désamplifiés. Et notamment, il y a des conversations où ils essaient de désamplifier des termes sans bloquer d'autres usages. Par exemple, le terme de Kraken avait été désamplifié. Et ça posait des problèmes aux gens qui faisaient du jeu de rôle. Enfin, c'est des trucs complètement ridicules. Tout ça, évidemment, ça s'est fait en grande collaboration avec la CIA, le FBI et le DHS, donc c'est le Home Security Defense. Euh, donc il y a vraiment des échanges entre des agents du FBI, etc. Et les gens de Twitter. D'ailleurs, la CIA et le FBI l'ont bien mis la pression. Euh, le staff de Twitter a été 99% démocrate. Donc,
la, la liberté d'expression et la démocratie connaît pas. Et toujours la thèse qu'il faut conspirer parce que la droite conspire, hein. Le mode le mode Vidéodrome. Et du coup, Elon Musk a déclaré que presque toutes les théories du complot que les gens avaient au sujet de Twitter, en fait, se sont avérées vraies. Alors pourquoi on a cette grande division en fait qui est le moteur en fait du conspirationnisme? Bah, c'est une crise de la démocratie hein, pour commencer. Hein. C'est qu'en fait on a une élite qui est complètement imprégnée par une espèce de pensée unique qui est très impopulaire. C'est-à-dire globalement leur politique économique, migratoire et culturelle, les gens n'en veulent pas. Le wokisme, même s'il est très présent en fait, c'est quelque chose qui est soutenu par une extrême minorité des gens, et puis en plus, on commence à voir ce que c'est, hein, c'est-à-dire c'est une sorte de religion raciste anti-blanc. L'écologie politique, ça amuse que vraiment une micro-poignée de bobos. D'ailleurs, il y a deux guignols qui sont collés les mains à la route, qui n'étaient pas à leur procès en Allemagne, parce qu'il y en a un qui était en Indonésie et l'autre en Thaïlande. Ça, ce sont des tartuffes, hein, c'est du larping. Il y a aussi tout ce qui est dénigrement des traditions, des héritages culturels, de l'histoire, des archétypes. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre pour la plupart des gens. Et puis, il y a tous les mensonges bidons qui s'inscrivent en fait dans cette pensée unique. Hein. Il y a pas l'insécurité, c'est un sentiment. Le niveau de scolaire, il monte, hein, parce que tout le monde a le bac. La bureaucratie, non, il n'y a pas de problème. Et à l'idée, au sein de l'élite, c'est que vraiment le peuple n'a pas d'opinion valable. Il faut limiter, encadrer la démocratie. Hein. L'idée de démocratie directe, elle est bien enterrée. Il faut vraiment beaucoup manipuler les gens pour contrecarrer les populistes. Il faut et il faut surtout pas modifier les modes de scrutin, notamment en France, là, qui empêchent la représentativité. Hein. Surtout pas de proportionnel ou de choses comme ça. Et du coup, ça les enferme un peu dans cette idée que, hop, on prend le pouvoir, on fait ce qu'on veut pendant 5 ans et on rend pas trop de compte. C'est, ça se mord tout le temps la queue, en fait. Tout ce qu'ils font les amène à être à être perçus comme des conspirateurs et vraiment à donner l'impression qu'ils s'emparent du pouvoir pour passer leurs idées sans soucier de ce que les gens pensent. Il y a un autre phénomène, c'est l'hystérisation. Euh, on a la tendance, c'est vraiment la caricaturer et surtout amalgamer des blocs. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez dire, vous allez avoir quelques doutes sur leur package, on va vous traiter de nazi, etc. Par contre, eux, leurs idées progressistes, il faut de la nuance. Hein. Quand ils ont fait passer le mariage gay, ils nous ont dit hein, mais il n'y a aucun rapport avec l'adoption. Là, ils ont fait passer l'adoption, il n'y a aucun rapport avec la PMA. Et puis quand ils ont fait passer la PMA, il n'y a aucun rapport avec la GPA. Et puis quand il y a des gens qui font de la GPA à l'étranger, ben, ils reconnaissent les enfants. Et voilà, donc eux, ils se gênent pas pour utiliser tous ces systèmes pour faire avancer leurs idées pas à pas. Euh, voilà, donc, on comprend un peu leur stratégie de vouloir tout bloquer pour pas qu'il y ait de changement dans l'autre sens. Mais ça renforce l'idée que ces gens-là sont là pour prendre le pouvoir et faire passer leur programme, quoi qu'il en coûte. Et l'autre innovation qu'il y a eu, c'est la cancel culture. Si vous regardez ce qui se passait dans les années 70, 80, il y a des gens qui pouvaient avoir des idées très extrêmes, aussi bien à gauche qu'à droite. Et ça les empêchait pas de trouver du travail, de se marier, de faire des enfants, d'avoir une vie normale. Aujourd'hui, ils vont vraiment essayer de leur faire perdre leur travail, etc., ou leur business. C'est vraiment extrêmement agressif, c'est plus un système un peu soviétique. Les conséquences de cette radicalisation, c'est qu'il y a une grosse agressivité, euh, on retrouve de la violence politique comme il y a un siècle, hein, comme dans les années, on va dire, du début du XXe siècle, avec les marxistes et les fascistes qui se mettaient sur la gueule.
Bon, aujourd'hui, l'extrême gauche est très protégée par l'État parce que ce sont en fait les enfants de l'élite qui constituent l'essentiel de ces groupuscules. Il y a plus trop de dialogue idéologique. Hein. Si vous regardez les gens qui écoutent un peu à droite à gauche, comme les gens qui écrivent dans Quillette, c'est ultra minoritaire. Évidemment, chaque bloc se lance dans des radicalisations profondes et stériles, hein, histoire de ne pas faire avancer quoi que ce soit. Et du coup, ça renforce vraiment l'idée que l'adversaire est prêt à tout et n'importe quoi, et notamment à faire des complots, on va faire des trucs très très tordus et bizarres pour arriver à ses fins. Le conspirationnisme des élites, je l'ai un petit peu évoqué. L'idée, c'est que tout mouvement populaire est une influence extérieure. C'est-à-dire la révolution orange en Ukraine, c'est Soros, le printemps arabe, c'est Soros, les gilets jaunes, c'est la Russie, l'élection de Trump, c'est la Russie. Il y a toujours... en fait, c'est comme si les peuples n'existaient pas, et que c'était juste des pantins, et il y a un moment, il y a un mec qui arrive et qui est un peu plus malin que vous pour le manipuler, et vous perdez la partie, quoi. Du coup, s'il y a des influences extérieures comme ça, il faut censurer, il faut contrôler les gens. Du coup, on a l'idée que les peuples sont pas très légitimes, pas très malins. Donc, il faut lutter contre les fake news. C'est une obsession. Mais quand c'est leurs fake news à eux, hein, c'est les trucs de gauche, écolo-bobo, là, c'est beaucoup moins important. Toutes les conneries qui sont racontées sur le nucléaire depuis 40 ans, c'est pas censuré, en fait. Il y a pas... si vous racontez une connerie sur le nucléaire sur Facebook, il n'y a pas un message qui vous dit cliquez là pour voir à quel point le nucléaire est une énergie propre et sûre. Non, surtout pas. Donc dès que vous opposez à tout leur package, c'est du populisme. Et donc comme le peuple est manipulable, il faut le manipuler. Du coup, la conclusion de Martin Gury à ce sujet-là fait que il y a une volonté de censure et de contrôle de l'opinion qui n'a plus été vue depuis voilà, en fait la censure de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, temps de Roosevelt. Évidemment, on peut pas passer à côté du postmodernisme, hein, ce poison cognitif qui influence très grandement l'élite, notamment universitaire et politique. Comment ça marche le conspirationnisme, comment on peut relier le conspirationnisme et le postmodernisme? En fait, l'idée de base du postmodernisme, c'est que les méta-récits, c'est-à-dire les nations, les religions, les idéologies, sont des constructions sociales. Ça n'existe pas. En fait. Les religions n'existent pas, l'idéologie n'existe pas. Le deuxième point, c'est que le pouvoir est quelque chose de central et vertical. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui s'exerce sur les individus. Boum, ça tombe dessus. Il n'y a pas d'idée qu'il y a une dimension un peu horizontale du pouvoir, des trucs qui montent, qui descendent un peu dans tous les sens. Non. C'est vraiment une vision top-down, de bas vers le haut. Et les méta-récits, en fait, servent à légitimiser le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, le roi utilise la religion, le roman national et l'idéologie pour avoir le pouvoir sur les gueux. Et comme évidemment les méta-récits qui utilisent le pouvoir sont des constructions sociales, elles sont légitimes, et c'est très facile de dire en fait que tout ça c'est un complot pour contrôler les gens. Et en fait, toutes les grandes théories structurantes de la pensée de postmoderne de gauche, hein, le wokisme, en fait, sont des théories du complot. Donc la théorie du genre, la théorie de la race critique, la théorie queer, toutes ces conneries, qui singent en fait le processus scientifique en, en produisant en fait de la pseudo-recherche, la pseudo-science en sociologie. Et évidemment, tout ce bullshit, il se fait, rentrer dedans par le bon sens populaire. C'est-à-dire que les gens leur disent je ne sais pas ce que c'est un garçon. Les gens savent ce que c'est un garçon. Et du coup, le citoyen de base, quand il voit ça, et que vous essayez de lui vendre le vaccin, la lutte contre le réchauffement climatique, ah bah,
Pourquoi ils croiraient ces experts, en fait? Et en quoi le GIEC est plus sérieux que la théorie du genre. Et du coup, c'est vraiment l'empoisonnement du puits encore. Il y a un autre point. euh, il y a un livre qui est sorti quelques années qui s'appelle la course entre l'éducation et la technologie. Et ce livre explique en fait que la technologie et l'éducation sont en compétition. Et du coup, on le voit sur ce graphique, vous avez les skills, en fait, c'est le niveau d'éducation des gens, et vous avez la technologie en rouge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des périodes où le système est à l'équilibre. C'est un peu des périodes de stagnation. C'est un peu le Moyen Âge, la Renaissance. C'est des périodes où les gens étaient à peu près aussi compétents que la technologie. Et puis il y a des périodes où la technologie va exploser beaucoup plus vite que les capacités et les connaissances des gens. Dans ces périodes, il y aura une grande une, euh, une peine sociale, c'est-à-dire que les gens vont avoir du mal à trouver des emplois bien payés, etc., etc., parce qu'en fait, ils sont incompétents. Et au bout d'un moment, la société se réforme, crée ce qu'on a eu en fait durant la révolution industrielle, c'est l'école publique pour tous, et on amène les gens à un niveau de compétence suffisant où ils peuvent en quelque sorte profiter de la technologie et pouvoir être capable, si vous voulez travailler à l'usine, il faut savoir lire, écrire déjà, compter, il faut savoir respecter un minimum de contraintes techniques, et vous créez une zone de prospérité où vous êtes capable de profiter de la technologie. Et avec la révolution digitale, qui a commencé dans les années 80, en fait, on est revenu dans la zone de souffrance sociale, puisque notre système éducatif n'a pas évolué, voire même a désévolué depuis les années 50-60. Et par contre, la technologie a explosé. Et du coup, ben on est de nouveau dans la zone de souffrance. Et il y a une revendication qui revient très souvent dans les discours populistes, hein, c'est la fameuse explosion des inégalités, qui est vue comme une espèce de complot des riches pour faire baisser leurs impôts, etc. Mais en réalité, si on revenait à une situation où les capacités des employés potentiels étaient supérieures à la technologie, en fait, les riches ne pourraient pas accaparer les ressources, puisque ils sont obligés de payer, les gens seraient productifs, on serait obligé de les payer à hauteur de la productivité. Et donc c'est plus un problème de rapport de force entre l'individu et ce qu'il est capable de produire que entre les classes sociales. L'autre problème, évidemment, c'est le digénisme. On arrive dans des niveaux de compétences qui sont, pour atteindre cette prospérité, il va falloir atteindre des niveaux de compétences techniques et scolaires qui sont très supérieurs à ceux qui ont suffi pour les 30 glorieuses. Et donc, il va falloir produire des individus plus intelligents. Et du coup, on est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a une immigration de faible qualité, et il y a un problème de fécondité des femmes à haut QI. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas des races. En fait, toutes les femmes à haut QI font moins d'enfants, sauf les ultra riches. C'est-à-dire qu'en fait, faire des enfants est devenu un signe de richesse pour une toute petite part de la population. Du coup, on a une disjonction croissante entre des classes populaires à faible QI et une petite minorité à haut QI. Conclusion, le complotisme est un symptôme de crise de civilisation, notamment du malaise occidental. L'Occident traverse une crise idéologique, sociale, économique, éducative, identitaire et spirituelle. Cette crise intervient alors que les canaux médiatiques qui sont diversifiés via le numérique ne permettent plus le contrôle social top-down. On a un fort rejet de la pensée unique, avec bien évidemment un tropisme de rejet de gauche et un de droite qui sont assez différents, mais qui sont contre l'élite politico-médiatique. Ces oppositions, évidemment, n'ont pas de structure idéologique ni de programme politique cohérent, mais peuvent agir sur le terrain, on l'a vu avec les mouvements de 2011.
Et on est un petit peu dans une impasse qui peut que aboutir à une société de défiance de plus en plus dure. Comment on pourrait sortir de cette crise, en fait? Il faut faire une transition organisationnelle et cognitive, s'adapter en fait au monde numérique. Il faut faire disparaître toute cette administration très soviétique. Il faut aussi retrouver une cohérence identitaire plus organique et qui ne dépendrait plus d'un système politico-médiatique vertical. Donc ça, c'est assez difficile compte tenu des orientations qui ont été faites dans ce domaine. L'éducation, on doit essayer de rattraper la technologie, au moins pour ceux qui le peuvent. Hein. C'est-à-dire que l'éducation, on fout rien à l'école et tout le monde a le bac et que ça s'arrête vite. Euh, et à long terme, il n'y a pas d'autre solution que le transhumanisme. Parce que, en gros, si vous avez moins de 120, 132 QI, le monde qui va se créer dans les prochaines décennies, il va devenir très difficile à appréhender, très difficile à comprendre. Et les gens qui seront complètement largués vont facilement être pris dans des délires conspirationnistes. Et voilà, je vous remercie et je suis prêt aux questions.